Je sais pas si ça s'entend, mais c'est le bruit du bonheur. Sur ce, aujourd'hui, on se retrouve pour faire le point sur la meilleure stack possible pour créer un SaaS en 2026. Il y a énormément de choses qui ont changé cette année et avec ça, énormément de nouvelles avancées technologiques. Il faut vraiment qu'on en parle. Il faut qu'on voit à quel point notamment l'IA a changé les choses et on va le voir, ça a changé les choses. Je t'ai préparé franchement un plan hyper complet sur Miro avec tout ce qu'il faut savoir, les questions à te poser, les pièges dans lesquels tu dois pas tomber, la stack idéale selon moi pour 99% des SaaS pour éviter de te faire avoir avec ce genre de vidéo qui te présente une stack parfaite. Il y a plein de choses à savoir. Donc moi, je te recommande de vraiment regarder toute la vidéo et de ne pas regarder seulement la fin avec l'image complète parce que tu vas perdre toutes les explications entre deux et tu vas rien comprendre du tout. Avant tout, tu le vois ici, cette vidéo, elle est soutenue par O2Switch. O2Switch, tu connais maintenant si tu suis régulièrement ces vidéos. Sinon, si tu découvres, eh ben, c'est un hébergeur français. Si tu cherches vraiment un hébergeur et que tu es patriote, c'est vraiment l'hébergeur sur lequel tu dois aller. Mais il n'y a pas que ça, hein, bien sûr, comme à tout dans cet hébergeur, c'est notamment parce qu'ils ont une offre unique. Et tu vois ici, c'est vraiment quasiment rien. Franchement, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'hébergeurs avec autant de performance pour ce tarif-là. Voilà, donc moi, si aujourd'hui tu lances un projet, puisqu'on parle aujourd'hui de lancer des stacks, O2Switch, c'est un bon choix. Parce que tu as toute la puissance de calcul nécessaire et toute la RAM nécessaire pour faire tourner tous tes projets, sachant que l'espace disque, il est illimité. Et en plus, tu peux mettre autant de sites que ce que tu veux. Si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le bouton commander et avec ça, tu peux aussi choisir ton nom de domaine. Nous, on va le choisir un petit peu plus tard, puisque j'ai envie de te montrer quelque chose, à savoir que tu as, ici tu le vois, une garantie de satisfaction ou un remboursement sous 30 jours. Donc c'est assez pratique si tu veux tester le service. Si franchement je présente très souvent O2Switch sur la chaîne, c'est parce que je suis convaincu du service et je sais que tu peux pas te tromper en les choisissant. D'ailleurs, ça me rassure puisque les retours que certains d'entre vous font sur les commentaires qui sont très contents de leur abonnement vont dans ce sens. Donc je suis plutôt content. Ici, tu vois, tout en haut à droite, tu peux ajouter un petit code promo qu'on a négocié pour vous, sachant que moi, je ne gagne absolument rien quand tu utilises ce code promo. Donc c'est vraiment voilà, sans intérêt de ma part. Mais par contre, ça te rajoute 10% de réduction. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt cool. Là, pour une année, tu es à peu près 24 €. Donc c'est plutôt sympa. Nous, on se retrouve donc sur notre petite présentation pour comprendre les meilleurs stacks possibles, la meilleure stack possible pour créer son SaaS en 2026. Avant ça, il faut comprendre quelque chose. Quand tu vas choisir ta stack idéale en 2026, quand tu vas choisir ta stack idéale pour ton projet, pour ton SaaS, faut pas commencer à te poser des questions du type c'est quoi le meilleur framework? C'est quoi le meilleur langage? Ou encore, c'est quoi la meilleure technologie? Parce que ça évolue sans cesse. Une vidéo que tu peux voir aujourd'hui, elle peut plus du tout être d'aussi beaux conseils 6 mois plus tard. Ça bouge énormément le domaine du web. Bon, même si on commence à avoir des standards, on en parlera un petit peu plus tard, qui durent dans le temps. Mais en fait, si tu commences à chercher le meilleur framework, le meilleur langage, la meilleure technologie, tu vas tomber face à des développeurs qui vont défendre cœur et âme leur langage de prédilection. Donc d'un côté, tu vas avoir des développeurs qui codent avec Python à peu près tout, n'importe quoi, et qui vont te dire apprends Python. Tu vas aussi avoir des formateurs qui ne font que du Python, qui vont te dire apprends Python. Et pareil, de l'autre côté, tu vas avoir des formateurs ou des influenceurs ou des développeurs qui passent leur vie avec React et qui vont te dire apprends React, apprends JavaScript, vas-y, fonce, fais-moi confiance. En vérité, il n'y a personne qui a vraiment raison parce que ça dépend complètement de ce que tu veux faire. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. La question que tu dois poser, c'est plutôt quel stack me permet de livrer, de facturer et d'itérer. Parce que c'est ça, en vérité, que tu dois te poser comme question. Une stack, elle te sert, toi, dans ton business, avec un vrai objectif business, et pas dans l'ego d'un dev qui t'a conseillé. Dès lors que tu as ce qu'il faut pour pouvoir livrer un produit, pour pouvoir facturer un produit, et pour pouvoir itérer rapidement, t'as gagné. Alors bien sûr, là, dit comme ça veut tout et rien dire. Mais tout ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas que tu recherches c'est quoi le meilleur langage. Parce qu'en fait, ça dépend de tes besoins. Et tu dois plutôt te concentrer sur qu'est-ce qui va me permettre de programmer très 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 vite. Si tu connais déjà un langage A et que tu peux faire quelque chose rapidement avec ce langage A par rapport à ton projet, alors dans ce cas, fonce. Va pas apprendre un projet B parce qu'il est 10-15% plus performant. Tu t'en fous. Tu verras ça plus tard quand tu auras plein de développeurs à tes ordres et que tu pourras recréer complètement ta plateforme de zéro. Faut pas oublier qu'à la base, Facebook c'est fait avec du PHP. Ils ont tout refait avec du JavaScript plus tard. Et encore, c'est qu'un exemple. On a aussi Uber qui d'un coup passe avec le langage React Native, puis repasse à Swift, puis finalement repasse à React Native. Et c'est la même chose avec Netflix, c'est la même chose avec les grosses plateformes qu'on connaît aujourd'hui. Elles ont changé de technologie avec le temps, mais au début, elles s'en sont foutues. Elles ont testé leur idée
sur le marché. Et donc c'est exactement ce que je te dis justement après. En fait, tu as surtout 5 critères qui comptent en 2026. Et cette vidéo, j'aime bien les mettre à jour à chaque fois. Donc tous les ans, si jamais ça t'intéresse, de savoir les meilleures choses possibles pour créer tes propres projets, tes propres SaaS, oublie pas de t'abonner. Mais donc parmi les 5 critères qui comptent en 2026, si on regarde tout en haut, on a déjà le time to market. Le time to market, c'est le plus important. Il faut vraiment comprendre une chose qui est fondamentale et c'est notamment ce que je vois avec tous les apprenants que j'accompagne chez Believe Me en tant qu'organisme de formation tous les ans pour leur reconversion professionnelle. Le time to market, c'est ce qui fait échouer la plupart des gens. Si tu as une idée, c'est bien, tu peux la garder pour toi, tu peux avoir peur contre la copie, contre la vol. La plupart du temps, ça n'arrivera jamais. En fait, le plus dur, c'est l'exécution. Mais attention, pas juste, hop, ça c'est mon projet. Non, ce qui compte, c'est vraiment l'exécution parfaite. Il faut que ton projet, il arrive pile au bon moment, quand les politiques extérieures, les législations, elles tombent au bon moment et elles sont en faveur de ton projet. Quand tout le monde est plus ou moins mature avec ton projet, on pense par exemple à Google qui avait déjà inventé les Ray-Ban bien avant l'heure, il y a genre 10 ans, avec leur Google Glass. Et puis on va voir que d'ici 1 ou 2 ans, Apple va sortir son propre système de Google Glass. Et cette fois-ci, ça fonctionnera parce que l'audience a été éduquée. Donc il faut bien penser à avoir ce bon moment dans l'histoire où tu vas lancer ton projet. C'est peut-être pas le bon moment de lancer ton SaaS, peut-être que tu arrives trop tôt. Et donc ça, c'est vraiment un critère par contre sur lequel tu dois réfléchir, pas qu'à ta stack. Ensuite, on a ce qu'on appelle le coût réel. Parce que c'est bien d'avoir des devis de tout ce que tu veux. Par exemple, si tu sais pas coder, bon bah tu vas devoir faire appel à une agence. C'est pas du tout ce que je recommande. Pour la simple et unique raison que dès que tu vas vouloir faire une modification, bah ça va être une nouvelle facture et ça va être invivable. La plupart des boîtes qui se lancent avec une agence au début meurent. Faut vraiment que tu apprennes à créer ton projet de toi-même. Si c'est quelque chose qui t'intéresse d'ailleurs, tu peux aller sur Believe Me et commencer la formation HTML gratuitement. Mais ce que je veux dire par coût réel, outre cet aspect de est-ce que je passe par une agence, est-ce que je crée tout moi-même, c'est surtout le coût des outils. Tu peux utiliser aujourd'hui plein d'outils, mais ces derniers sont souvent très chers. Un truc tout bête, tu veux mettre de l'intelligence artificielle sur ton projet, génial. Mais par contre, selon l'intelligence que tu vas choisir, bah tu vas payer plus ou moins cher. La troisième chose à prendre en considération, c'est ton business model. Est-ce que tu vas plutôt vendre des abonnements? Est-ce que tu vas plutôt vendre des achats uniques? D'ailleurs, tiens, par rapport à ça, je te le dis tout de suite, faire des accès à vie à tes services qui sont améliorés tous les mois, c'est suicidaire. Tous ceux qui aujourd'hui ont proposé, fut un temps, une période de lifetime access où tu payes une fois et tu as accès à vie à ta plateforme, soit c'est des plateformes qui n'évoluent plus, parce que bah, du coup, il n'y a plus d'incentive, il n'y a plus d'intérêt pour les développeurs à faire évoluer la plateforme vu que les gens ont déjà payé. Et puis tout simplement aussi parce que ces plateformes, parfois, elles ont juste plus les moyens de payer l'innovation de leur plateforme. Parce que bah, vu que les gens ont déjà payé il y a genre 40 ans l'accès à la plateforme, bah, du coup, ils ont plus trop envie de payer aujourd'hui. Normal, ils ont déjà accès à tout. Donc en fait, tu n'as plus les moyens de pouvoir innover. Donc le choix de ton business model, il est très important puisque c'est ce qui va déterminer aussi les outils que tu vas utiliser. Le quatrième critère, c'est l'authentification et la sécurité. Tu ne peux pas t'en passer aujourd'hui. Il faut que tu utilises des outils sécurisés si tu utilises des outils externes et il faut que tu penses à comment tu vas sécuriser tes comptes. Tout ça, ça s'apprend, je te rassure. Et enfin, le dernier critère pour avoir un super SaaS en 2026, il faut que tu penses à la scalabilité. Il faut que les ressources que tu mets à disposition aujourd'hui ne pètent pas du jour au lendemain si tu as trop de monde sur ton site. Mais donc en gros, c'est vraiment ces 5 critères que tu dois regarder en 2026 avant de lancer un SaaS. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, c'est bien, mais il nous faut aussi quelques réponses. Il y a notamment des pièges qui font perdre 2 mois. Le premier piège, c'est de choisir ta stack avant ton produit. C'est pas du tout la même stack technique si tu veux faire un jeu vidéo ou si tu veux faire un logiciel ou si tu veux faire de l'analyse de données ou si tu veux faire un site internet. Idem, si tu veux faire une application mobile, c'est pas du tout la même stack technique. On a tendance à un peu trop l'oublier quand on prend de l'expérience, mais il y a énormément de gens encore aujourd'hui, quand ils tombent sur une vidéo comme celle d'aujourd'hui, par exemple, si aujourd'hui je dis il faut apprendre tel truc pour faire un SaaS, bah ils vont se dire ah putain merde, bah moi je dois créer une application mobile, bah vas-y je vais apprendre ça du coup parce qu'il me l'a conseillé. Mais en fait ce que j'ai conseillé c'est pour faire un site web par exemple, pas pour faire une appli, parce que pour faire une appli c'est tout autre chose. Mais tout ça on en parlera juste après. Ensuite, il faut éviter de multiplier les services cool. Il y a plein de services super fun qui sortent quasiment toutes les semaines, surtout aujourd'hui à l'ère de l'IA. Faut pas multiplier les services un peu cool parce que ça va venir polluer ta stack technique. Faut rester sur quelque chose sur lequel tu vas te fixer jusqu'au moins
ton lancement. Une troisième erreur que la plupart font dans les 2 premiers mois de la création de leur projet, c'est de refaire toute la partie authentification et toute la partie facturation eux-mêmes. Bon, déjà refaire toute la partie authentification, même pour un développeur chevronné, courage, hein. Courage. Parce que si jamais tu te foires, courage. Bah alors, on n'en parle pas assez, la partie facturation, double courage. Non, franchement, aujourd'hui, oui, ça te prend, allez, 2-3% par transaction, mais tu as des services comme Stripe qui sont juste excellents, qui sont utilisés par les plus grosses boîtes, hein. Par exemple, c'est tout con, mais Disney+, ça utilise Stripe. Netflix, ça utilise Stripe. Parce que c'est facile, parce que c'est fiable, et parce que c'est une solution qui est complète. Donc va pas commencer à te prendre la tête, à refaire tout le système d'authentification, tout le système de facturation toi-même, parce que tu vas perdre 1 an à réinventer la roue. Une quatrième erreur, c'est de penser l'international plus tard. Et ça, c'est très grave. Vraiment, alors là, je te parle d'expérience. Avec Believe Me, nous, on a pensé l'international au bout de 5 ans. Ça fait 8 ans que c'est lancé maintenant, Believe Me. Et ben, je peux te dire qu'on a passé facilement 6 mois de bout en bout à tout restructurer pour que ce soit parfait pour l'international. Parce qu'il faut que tu penses à tes URL qui vont changer, il faut que tu penses à tes emails que tu vas envoyer qui doivent être traduits dans toutes les langues, il faut que tu penses à tes images dans lesquelles tu as des textes parfois qu'il faut modifier. Et encore, on ne parle pas des noms de domaine qui peuvent être un peu emmerdants, du style, bah avant c'était covoiturage.fr je crois pour Blablacar, puis ils ont changé en Blablacar à cause de ça. Et des sites comme ça, je peux t'en donner plein, mais il y en a, ils s'en relèvent pas en fait. Et puis enfin, une toute dernière erreur, c'est d'écouter les influenceurs. Et c'est un influenceur, entre guillemets, qui dira ça. Alors moi, je me considère pas du tout comme étant un influenceur. Moi, je suis quelqu'un qui crée des trucs. Voilà. Et je partage un peu sur YouTube ce que je fais. Mais l'air de rien, à travers les vidéos, c'est vrai que j'ai déjà pu influencer, je pense, certaines personnes dans leur décision d'achat. J'espère en tout cas pour le meilleur. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'ici, quand je dis il faut éviter d'écouter les influenceurs, c'est parce que, notamment sur YouTube, généralement, les influenceurs qui vont te parler de dev, derrière, ils ont des formations de dev à te vendre. Bon, ok, moi aussi j'en ai. Mais d'un autre côté, moi j'ai des formations de dev sur tous les langages. Non mais en vrai, allez, il faut vraiment que tu fasses attention à ça parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui ont des intérêts sur Internet. Et quand tu écoutes des influenceurs, souvent derrière, c'est parce qu'ils ont des intérêts à te dire ce qu'ils vont te dire. Alors c'est super, mais maintenant qu'on a dit tout ça, maintenant qu'on a vu les pièges qui font perdre 2 mois, maintenant qu'on a vu les 5 critères qui comptent en 2026, et maintenant qu'on a vu ce que n'est pas une bonne stack et ce qu'est une bonne stack, quelle stack on peut recommander? Bah moi en tout cas, j'ai une stack qui couvrira 99% des besoins d'un SaaS, et je le précise, d'un SaaS qui veut faire un site web et potentiellement plus tard une application mobile. Donc là, je pense tout de suite à ceux qui veulent créer le prochain Amazon, le prochain Airbnb, le prochain Netflix, qui commencent par une plateforme et qui plus tard, en grossissant, font des applications mobiles. C'est exactement pour ce genre de choses que je vais te recommander une stack. Si tu veux faire autre chose, dis-moi ce que tu veux faire en commentaire et je te donnerai mes meilleures recommandations par rapport au moment où tu feras ton commentaire, même si on est déjà en 2026, 2027, peu importe. Mais si on est en 2027, va voir la vidéo édition 2027. Hein. Bon, donc bref, la meilleure stack pour moi qui couvrira 99% des besoins d'un SaaS, c'est cette stack-là. Elle est ultra simple et elle te permet de faire tout ce que tu veux. Déjà, on commence avec Next.js. Next.js, tu peux l'utiliser une fois que tu connais déjà HTML, CSS, JavaScript, React, et ensuite seulement tu apprends Next.js. Donc oui, je sais, on dit juste Next.js, la vérité c'est qu'il faut que tu apprennes 5 choses. Une fois que tu connais ces 5 choses-là, franchement, t'es comme Thanos. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ensuite, on a Supabase. Certains seront ultra pour, d'autres seront férocement contre. En fait, l'avantage de Supabase, c'est que tu n'as pas besoin de t'occuper de ce qu'on appelle le back-end, de comment tu vas stocker tes données, de comment tu vas les gérer. Tout va être fait pour toi avec Supabase. Il faut juste comprendre que c'est un outil qui, pour moi, quand on commence, est idéal. Est-ce que c'est un outil que je recommanderais aussi aux développeurs chevronnés? Oui et non. Oui, dans un sens où ça fait partie de l'évolution technologique, il y a énormément de startups qui travaillent avec Supabase et donc c'est quelque chose qu'il est intéressant de connaître. Et non en même temps parce que c'est bien de savoir créer son propre back-end si tu veux vraiment être un développeur chevronné. C'est par exemple ce qu'on apprend dans l'accélérateur Rocket qui est certifié Calliope. Alors attention, c'est l'organisme qui est certifié Calliope, pas la formation, puisque si je dis l'inverse, je peux me faire taper sur les doigts. Mais tout ça pour dire que toi, quand tu crées un SaaS, tu t'en fous d'être un développeur chevronné. Tu veux créer ton putain de produit le plus vite possible. Donc,
super baise. Et puis enfin, on a Stripe. Stripe, pour moi, c'est simple. Je dors avec Stripe toute la nuit. Non, sans déconner, Stripe, c'est ultra important. Stripe, c'est la solution parfaite si aujourd'hui tu veux créer un SaaS, facturer, créer des abonnements, créer du one-shot, faire des accès à vie, que je te recommande pas. Tout ça, c'est parfait avec Stripe. Tu peux même faire des paiements en prorata, selon le nombre d'utilisations qu'il y a eu sur ta plateforme. Tout ce que tu veux, tu peux tout faire. Ça peut même venir chercher les taxes automatiquement dans tous les pays du monde, ou presque, et venir déclarer la TVA tout seul comme un grand. Tu peux même, si tu veux, domicilier ton entreprise aux États-Unis avec Stripe Atlas. Alors là, c'est un sujet un peu particulier. Si ça t'intéresse, je peux en faire une vidéo à part. Dis-le moi en commentaire. Mais surtout, ne fais pas la bêtise d'aller sur PayPal. Ne fais pas la bêtise d'aller sur un autre service. Et surtout, ne fais pas la bêtise de recréer ton système de facturation par toi-même. Déjà parce que ça demande des compétences de malade mental, mais en plus parce que niveau sécurité, ouais, je veux pas être à ta place. Donc là, ici, pour moi, tu vois, tu as vraiment la stack parfaite si tu veux lancer un SaaS en 2026 qui veut être un site web. Attention, si derrière tu veux créer une application mobile par la suite, il va falloir passer de Next.js à React Native. Donc c'est exactement la même chose. D'un côté tu as Next.js, de l'autre tu as React Native. Et en fait, tu peux pas apprendre React Native sans connaître React, qui est à la base de Next.js. Donc souvent, ce que font les bonnes startups, c'est qu'elles ont des sites web qui sont faits avec Next.js, parce que c'est ce qu'il y a de plus performant, notamment pour tout ce qui est SEO, le référencement sur les moteurs de recherche. Et React Native, elles l'utilisent pour leur application mobile. Comme ça, elles peuvent prendre des développeurs qui peuvent à la fois bosser sur la plateforme et à la fois sur l'appli. Ça leur permet d'être super modulable. Franchement, aujourd'hui, il n'y a pas mieux. Bien sûr, je suis ouvert à tous les débats. Donc si tu as une question, n'hésite pas à utiliser l'espace commentaire. En tout cas, voici mon orientation pour 2026. Et bien sûr, j'oublie pas de remercier encore une fois O2Switch qui a soutenu cette vidéo. Merci à eux parce que l'air de rien, on s'en rend pas compte, mais les sponsors de long terme, c'est ceux qui font le plus vivre les chaînes. Moi, en tout cas, du côté de Believe Me, grâce à O2Switch, on a pu financer plein de vidéos. Merci énormément à eux. En plus, je suis très content parce que je suis très sélectif sur les partenariats et je peux te dire que O2Switch, c'est un super service. Vraiment, si tu es patriote au fond de toi, mais je sais que je parle du patriote parce que c'est leur caractéristique et ils le revendiquent fièrement aussi. Mais c'est vraiment un très bon hébergeur et tu peux pas te tromper. Avec O2Switch, honnêtement, rien que l'offre cloud, tu peux faire énormément de choses pour ton SaaS. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'ai hâte qu'on se retrouve dans un an. Si jamais ça t'intéresse de voir toutes ces éditions, n'oublie pas de t'abonner, de mettre la cloche. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Belle fête de fin d'année.